mademoiselles, messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Rodolphe Jarre a comparu ce jeudi devant le juge d'instruction américain Loren Louis du district sud de la Floride. Il est officiellement inculpé par la justice américaine. L'homme d'affaires risque la perpétuité. Le Premier ministre Ariel Henry constitue un obstacle à l'avancement de l'enquête sur la mort du président Jovenel Moïse, selon l'avocat Newton Saint-Just. Une réunion des ministres des Affaires étrangères au sujet d'Haïti se tiendra au Canada ce 21 janvier. Cette réunion virtuelle permettra à la communauté internationale de témoigner de son engagement à soutenir Haïti. L'annonce en a été faite par la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Rodolphe Jarre est le deuxième individu à être inculpé par la justice américaine pour son implication présumée dans le complot qui visait le 58e président d'Haïti. S'il est reconnu coupable des accusations portées contre lui, Jarre encourt une peine d'emprisonnement à perpétuité. Il a comparu à Miami ce jeudi devant le juge d'instruction américain Loren Louis du district sud de la Floride. Selon le département de la justice, les autorités dominicaines ont fourni une aide importante pour assurer le retour de Jarre aux États-Unis. Arrêté en République voisine le 7 janvier dernier, Rodolphe Jarre, double citoyen haïtien-chilien, est accusé de complot en vue de commettre un meurtre ou un enlèvement en dehors des États-Unis et d'avoir fourni un soutien matériel ayant entraîné la mort, sachant ou ayant l'intention que ce soutien matériel serait utilisé pour préparer ou exécuter le complot en vue de tuer ou de kidnapper, relève le département de la justice. A rappelé que l'homme d'affaires haïtien, Rodolphe Jarre, également connu sous le nom de Dodoff, est un ancien trafiquant de drogue condamné et ex-informateur de la DEA. Maître Newton Saint-Louis affirme que le Premier ministre Ariel Henry constitue un obstacle à l'avancement de l'enquête sur la mort du président Jovenel Moïse. Au cas où celle-ci, qu'elle soit haïtienne ou américaine, révélerait qu'il a joué un rôle dans le complot, il devrait démissionner, estime l'avocat. Par ailleurs, Maître Saint-Just, qui était invité ce jeudi à la rubrique Le Point, rappelle les soupçons qui pèsent sur l'actuel directeur général de la PNH, Franz Elbé, qui pourrait être considéré comme complice de l'assassinat s'il s'avère qu'il était au courant de ce qui se tramait. Les déclarations qui seraient et qui proviendraient de Badiou via Jarre démontrent ou démontreraient, là je le mets au conditionnel jusqu'à ce que cela soit prouvé, démontrerait que M. Ariel Henry a joué un rôle primordial dans cette affaire. Maintenant, il faut déterminer si avant il était au courant, mais lors même qu'il n'était pas au courant, lors même qu'il n'était pas dans le complot, qu'il ne faisait pas partie du complot avant, mais il aurait contribué et il aurait permis aux assassins de laisser le pays. Est-ce que vous êtes déjà demandé comment Palacios a pu faire le trajet de Pèlerin 5 jusqu'à la mer? J'espère. Il est passé par la mer, mais il ne parle pas créole. Il ne connaît pas les coins et recoins du pays. Et comment a-t-il pu faire cela? La réponse est dans ce qu'a dit Jarre au New York Times, c'est que jusqu'après, plusieurs mois après, eh bien, M. Ariel Henry aurait dit à Badiou, je vais passer quelques coups de fil. Donc, il aurait planifié la sortie de ces criminels du pays. Il aurait, j'ai bien dit. Mais ce que je veux dire, est-ce que, et je ne peux pas le croire, est-ce que notre Premier ministre a parlé à Badiou après l'assassinat? Est-ce qu'il l'a reçu chez lui à 2 reprises? Et alors,
qu'il faisait l'objet de mandat d'amener, d'avis de recherche. Et je ne peux même pas l'imaginer. Mais il semble qu'il y a des actes, je dirais, postérieurs qui viennent confirmer, ou qui seraient venus confirmer cela. Je veux dire, la décision qui a été prise contre le commissaire du gouvernement, Bedford, contre le ministre de la Justice, et la nomination de M. Frantz-Elbé lui-même, lui-même, ça dépend, si vous voulez une nomination au Frantz-Elbé comme sujet de cette phrase. Donc, ce sont des actes qui prouvent que les assassins de Jovenel Moïse, l'assassinat a été préparé au plus haut niveau de l'État, les assassins de Jovenel Moïse prennent du temps pour consolider leur pouvoir et puis ils s'échangent des récompenses. Si d'aventure, l'enquête en Haïti, aux États-Unis, révèle que, par exemple, M. Ariel Henry, Premier ministre de facto de son État, a joué un rôle, eh bien, s'il est encore en poste, il sera difficile de le questionner, voire de l'arrêter, en Haïti ou aux États-Unis. Nous estimons qu'il constitue un obstacle à l'avancement de ce dossier, de par sa fonction. Si l'enquête conclut qu'il y a eu une implication de M. Ariel Henry, eh bien, il devra faire les frais de l'enquête, c'est-à-dire aller en prison comme Palacios. Bon, ce sera une honte pour nous, comme Palacios, comme John Joël Joseph, mais nous n'en sommes pas encore là parce que M. Ariel Henry, de par sa position, peut empêcher à la justice d'aboutir à la manifestation de la vérité judiciaire. Et ceci est aussi valable pour le chef de la police parce qu'il s'agit des fonctions régaliennes de l'État. Il s'agit d'institutions, je dirais, régaliennes. Mais si l'enquête révèle que, effectivement, Badiou avait demandé au cours d'une réunion à M. Frantz-Elbé de lui procurer des armes pour aller faire un coup d'État, ça veut dire qu'il était un membre de cette organisation, au même titre que les Colombiens. Donc, il doit connaître le sort réservé par la loi. Le sénateur Joseph Lambert confirme que l'ex-parlementaire John Joel Joseph dispose de 7 passeports sans pour autant être en mesure de fournir plus de détails là-dessus. Il précise qu'un rapport sera produit et promet des détails sous peu. Le président du Sénat affirme également que les affirmations laissant croire que l'ex-sénateur avait en sa possession 2 passeports différents ne proviennent pas officiellement des autorités jamaïcaines. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Sous ensemble d'informations qui t'a fait quoi que John Joel Joseph était capable, détenteur de 2 passeports, une sous nom ni, une sous nom on l'autre monde avec même information qui a un rapport avec lui. C'est ainsi que le sénateur Joseph Lambert se prononce sur le dossier de l'ex-parlementaire en présence des hauts responsables du service de l'immigration et de l'émigration. Accompagné du sénateur Gracia Delva, le président du Sénat salue l'accueil reçu par les membres de l'institution et les efforts consentis par les employés pour mettre à sa disposition les informations. Le nombre de passeports en possession du concerné est évoqué. On a précisé pour nous dire que John Joel Joseph, dans toute vie, pendant que la paix fait passeport, il avait réalisé quelques 7 passeports. Et nous n'avons pas gagné des détails pour l'instant que nous sommes capables de bailler la presse. Un point qui surprend plus d'un, notamment des travailleurs de presse dans son intervention, ce sont les détails dont il ne dispose pas. Après avoir entrepris de nombreuses démarches administratives et en particulier adressé des correspondances au ministère de l'Intérieur, Joseph Lambert promet des éclaircissements à la population. Pour la simple et bonne raison que la commission travaille pour l'Assemblée. Nous gagnons pour nous produire un rapport à l'Assemblée. Des affirmations laissent croire que l'ex-sénateur John Joel Joseph dispose de 2 passeports. Un à son identité et l'autre sous un nom d'emprunt, par contre, avec les mêmes informations biométriques sur sa personne. Joseph Lambert n'a ni confirmé ni infirmé si tel est le cas.
et que John Joel Joseph t'a gagné de passeport là, c'est pas une information officielle qui était sortie de côté responsable jamaïcain. C'était une information, tant que toute information qui a circulé sur les réseaux sociaux et que le Sénat, en tant qu'institution, qui croit que faut qu'il t'a jeté un coup d'œil sous question ça parce qu'il y va de la sécurité intérieure et extérieure de l'État et que nous avons choisi avec mandat Assemblée sénatoriale, créer commission sénatoriale ça qui peut venir enquêter ouais question ça de près. C'est un sujet brûlant d'actualité et malheureusement, certains détails ne peuvent pas encore être révélés suivant les propos du sénateur Joseph Lambert. Par contre, il promet plus de détails dans les 48 heures qui suivent. Pourquoi cette situation ne peut pas encore être tirée au clair? Un dossier à suivre de près. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télé Métropole. À partir de demain, 21 janvier, se tiendra à Montréal une réunion des affaires étrangères concernant Haïti. C'est la ministre Joly qui apparemment a pris cette initiative et on apprend que le Premier ministre Justin Trudeau et le Premier ministre haïtien Ariel Henry assureront l'ouverture de cette réunion. Mais apparemment, tout n'est pas aussi clair et tout n'est pas aussi limpide. C'est pourquoi nous avons fait appel à l'expérience de M. Frédéric Boiron, qui va nous donner son sentiment sur cette réunion et ce qu'il a à en redire. Bonsoir, M. Frédéric Boiron, bienvenue sur Métro News. Merci beaucoup de l'invitation. Bien, alors, vous avez critiqué un certain nombre de points et semble-t-il le plus important, c'est que il n'y a aucun représentant de la société haïtienne, pas même le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères Haïti, qui ont été conviés à assister à cette réunion. C'est en effet troublant. D'abord, je dois vous dire que j'ai reçu un courriel du bureau de la ministre Joly où on m'a invité à critiquer l'initiative. On m'a demandé de donner mon opinion avant que l'événement se fasse. Alors, j'ai répondu au bureau de la ministre pour lui dire deux choses essentiellement. La première, de dire que dans la liste des invités, on ne retrouve aucun représentant de la société haïtienne. Et il n'y a même pas, effectivement, le ministre des Affaires étrangères. C'est une réunion de ministres des Affaires étrangères. Oui. Le même ministre des Affaires étrangères haïtien ne figure pas sur la liste qu'on m'a présentée. Donc, pour moi, je trouve ça troublant que la communauté internationale se réunit pour décider du bien-être, du mieux-être, de l'aide à donner aux Haïtiens sans que quelqu'un, qui que ce soit de la société haïtienne, puisse être à la table pour dire si c'est effectivement ce dont les Haïtiens et les Haïtiennes ont besoin. Je trouve ça extrêmement troublant, une telle situation. Un petit point de détail, M. Boiron. M. Ariel Henry va donc faire l'ouverture de cette réunion avec le Premier ministre Trudeau. Mais est-ce que M. Ariel assistera à cette réunion? En fait, ce n'est pas une réunion en personne, c'est une réunion virtuelle. Il est prévu donc à cette réunion que le discours d'ouverture est donné par Ariel Henry et Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada. Donc, moi, ce que j'ai dit dans ma réponse au bureau de Mme Joly, je leur ai dit que Ariel Henry, à mon avis, n'a pas la légitimité pour ouvrir une telle réunion. Et au-delà de ça, moi, en tant que Canadien, d'origine haïtienne certes, mais en tant que Canadien, je trouve malvenu que le Premier ministre du Canada soit assis à la même table que Ariel Henry, et ce qui ne fait que lui conférer une certaine légitimité qu'il n'a pas. Alors, c'est mon point de vue en tant que citoyen canadien qui s'adresse
à une ministre du Canada pour leur dire que je ne trouve pas que dans le contexte actuel, dans le contexte politique, dans le contexte lié à l'assassinat de Jovenel Moïse, où le nom de Ariel Henry revient régulièrement dans l'actualité, je trouve que le Canada prend un risque réputationnel, autant pour le pays que pour le premier ministre, d'aller donner un discours d'ouverture en compagnie de Ariel Henry. Alors ça, c'est moi, en tant qu'électeur canadien et en tant que personne qui a été consultée par le gouvernement du Canada, et c'est l'opinion que je donne, je dis que je trouve extrêmement troublant que le premier ministre du Canada soit à la même table qu'Ariel Henry. Bien. Est-ce que vous avez reçu une réponse? Bon, comme je vous dis, on a l'habitude de me consulter. J'ai envoyé ma réponse hier en soirée. Je n'ai pas de réponse ce matin, mais ce n'est pas nécessairement ce à quoi je m'attends, à ce qu'on me réponde. Ce n'est pas l'objectif qu'on me réponde. Ce sont des grosses machines qui ne répondent pas généralement. Mais il arrive effectivement qu'à certaines occasions, on me réponde, mais je considère que je n'ai pas demandé à donner mon opinion sur cette rencontre. C'est le gouvernement du Canada qui m'a demandé de donner mon opinion. Je l'ai donnée. Je m'attends au moins à un accusé-réception. Oui, ce serait la moindre des choses. Vous avez fait l'hypothèse que finalement, ces ministres des Affaires étrangères qui vont décider du sort d'Haïti, en quelque sorte, puisque je vois que les points qui sont à l'ordre du jour recouvrent plusieurs domaines. Vous avez émis l'hypothèse qu'il s'agirait des membres du Core Group. C'est un sentiment ou vous avez des éléments concrets? Non, ce n'est pas un sentiment. Le Core Group, c'est quelque chose qui a été décidé au Canada en 2003. Il y a eu une rencontre qui a eu lieu dans un lieu qui s'appelle le Lac Meech, et ça a été rapporté dans un magazine qui s'appelle L'Actualité. Ça a été rapporté par le journaliste Michel Vastel, qui dit que justement en mars 2003, le Canada avait convié à peu près les mêmes acteurs que vous voyez dans la liste d'invités actuelle pour un événement qui s'appelait Initiative d'Ottawa sur Haïti. Et c'est à partir de ce moment-là, on avait décidé de trouver une formule pour mettre Haïti sous tutelle sans jamais nommer la tutelle. Or, depuis, le Core Group, en réalité, agit de cette manière-là, comme si Haïti était en tutelle. Le Core Group décide même qui devient président d'Haïti. Donc, cependant, ce qu'on voit aujourd'hui, quand le Core Group, parce que c'est le Core Group, c'est une réunion du Core Group, ce qui va se passer. C'est une réunion du Core Group élargie. Maintenant, la présence du Canada, c'est que le Canada vient signifier qu'il prend le leadership du Core Group. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le Canada vient confirmer aussi que Haïti n'est pas un pays en tutelle technique. C'est un pays en curatelle internationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Canada et ses alliés considèrent que la classe politique haïtienne n'a pas les compétences pour gérer le pays et décident à leur place. Donc, la classe politique haïtienne, la société civile haïtienne n'est pas invitée à cette réunion parce que Haïti est un pays en curatelle internationale. Et ça, cette hypothèse-là, je vous réfère à une position qui a été définie par le philosophe français Régis Debray, qui disait qu'on voulait faire d'Haïti une pupille de l'humanité. Et dans sa proposition de pupille de l'humanité, il disait que ça prenait une dizaine à une quinzaine de pays pour prendre Haïti en charge parce que les Haïtiens sont incapables de gérer leur pays. C'est là où nous sommes rendus. Et je dois quand même dire que la classe politique haïtienne a laissé la porte ouverte pour que quelque chose comme ça se passe. Il est temps peut-être que les gens dans ce pays commencent à se ressaisir. C'est ce que j'allais dire. Ces membres du Core Group ont-ils totalement tort d'estimer que la classe politique haïtienne a fait faillite? Et ce, depuis des décennies. Oui, qu'il s'agisse d'une tutelle technique, qu'il s'agisse d'une curatelle internationale, ça ne peut pas se faire
si les pays qui mènent le jeu ne trouvent pas des collaborateurs sur le terrain. Et je crois que la classe politique haïtienne a été collaboratrice, et j'utilise bien le mot, collaboratrice de cette démarche-là, et ils ont livré le pays à la communauté internationale. Oui. Par leur incompétence, leur manque de vision. Ouais. Il n'y a pratiquement pas de parti politique en Haïti qui arrive avec un projet de société. Il n'y a pratiquement rien. Donc, ils ont donné raison à la communauté internationale, et ça, c'est dommage. Mais ce n'est pas la communauté internationale qui va développer Haïti. Sachez-le quand même. Ils sont là pour leurs propres intérêts, pas pour les intérêts des Haïtiens. C'est une évidence, on l'a toujours vu, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est évident. Maintenant, que pensez-vous, Monsieur Boiron, qui va sortir? Qu'est-ce qui va sortir de cette réunion? Est-ce que ce sera une curatelle à visière levée? Qu'est-ce qui peut sortir de cette réunion? La première chose qui doit sortir de cette réunion, c'est que normalement, si Jovenel Moïse était encore au pouvoir, son mandat, disait-il, se serait terminé le 7 février 2022. Donc, si son mandat se terminait le 7 février 2022, tout son gouvernement tombait. L'idée de cette rencontre, c'est de pouvoir maintenir Ariel Henry au pouvoir. Donc, c'est le seul objectif de cette rencontre, c'est de légitimer Ariel Henry en attendant que le corps groupe puisse faire autre chose et éviter qu'il y ait une explosion sociale en Haïti. Oui, légitimation qui n'est pas évidente. Vous avez rappelé toutes les casseroles que M. Ariel Henry traîne derrière lui, et en particulier quant à sa présumée participation, de près ou de loin, à l'assassinat du président Jovenel Moïse. En effet, c'est comme vous dites, c'est troublant. C'est un peu troublant. Et c'est ce qui est douloureux pour moi, comme Canadien d'origine haïtienne, de réaliser que le gouvernement du Canada, le premier ministre du Canada, ira s'asseoir dans une conférence pour donner le mot d'ouverture avec quelqu'un dont le nom revient constamment dans cette histoire et qui refuse justement de rencontrer des procureurs qui auraient aimé le questionner sur le sujet. Oui. Donc, quand on refuse de rencontrer un procureur pour se prononcer, pour être entendu, c'est probablement parce que on n'est pas blanc. Oui, hein? Oui, tout à fait. Bon, ben écoutez, si j'ai bien compris, donc cette réunion commence demain. Combien de temps est-il prévu qu'elle dure? Ce n'est pas dans les échanges que j'ai avec des gens du ministère des Affaires étrangères du Canada. On ne m'a pas donné un agenda ou quoi que ce soit. On m'a juste signifié quelques éléments. Je suppose que ce sera une réunion de quelques heures, tout simplement. Wow! Réunion de quelques heures pour discuter de l'insécurité croissante, de développement, de coopération. Ah, c'est un agenda un peu lourd, même si, comme vous venez de le dire, le vrai mot de la fin, c'est cet aval donné à M. Ariel Henry. C'est certainement pas... On dit qu'on veut travailler ensemble pour coordonner l'aide à Haïti. Oui. Eh bien, si on voulait coordonner l'aide à Haïti, ce qui devrait apparaître en premier, c'est comment sortir les 4,5 millions d'Haïtiens qui sont en insécurité alimentaire, comment améliorer leur sort. Ça ce n'est nulle part dans la correspondance que j'ai eue. Donc, je ne crois pas que le principal objectif soit d'aider les Haïtiens. Mais je pense que nous avons bien ciblé qu'il y a un vide politique qu'on veut combler avec celui qui fait l'affaire de la communauté internationale, Ariel Henry. Bon, écoutez, Monsieur Boiron, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de vous être mis à notre disposition pour éclairer, porter un éclairage tout à fait de circonstance sur cette fameuse réunion virtuelle qui commence demain. Bon, on verra si l'avenir vous donne raison, mais les arguments que vous avez avancés sont tellement solides et tellement percutants et tellement limpides en même temps que j'ai bien l'impression que vous avez totalement raison.
Nous ne devons pas chercher à avoir raison, nous devons chercher à essayer de comprendre. Et si on a tort et que le résultat est meilleur que les scénarios sombres que nous avons, ben nous serons ravis que ça aide des gens à avoir un milieu qui leur permette de protéger leur famille, leurs enfants et de se donner une perspective d'avenir. C'est ce qu'on recherche pour les Haïtiens, rien d'autre. Oui, et c'est une condition sine qua non pour commencer à trouver une réponse à l'insécurité galopante. Tant qu'on n'ira pas à la source, l'insécurité continuera. Merci infiniment, Monsieur Boiron. Merci de votre temps et bonne fin de journée. Bonne journée, à bientôt. Voilà. C'était Monsieur Frédéric Boiron, un Canadien d'origine haïtienne, sociologue de profession. Et j'ai vu un peu tout ce qu'il a réalisé. C'est très, très, très impressionnant. On n'a pas le temps de voir un petit peu plus. Mais donc voilà. D'après lui, la raison profonde de cette réunion des membres du corps groupe, c'est de confirmer la curatelle qui pèse sur Haïti et en même temps de confirmer M. Ariel Henry dans son rôle de Premier ministre. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.